Bienvenue à cette table ronde e-politics. Donc je suis ravie d'accueillir Arthur Müller, cofondateur de Liégué Müller-Ponce, Adèle Zulfi Karpazik, directrice de BVA Opinion, et Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive France. Donc une première question un peu générale. Pour chacun d'entre vous, quelle a été la principale nouveauté concernant le digital et l'usage des données sur les campagnes 2017, principalement, donc en France, mais aussi à l'étranger, et également, voilà. Oui, bonjour. Donc, deux mots pour me présenter. Je m'appelle Arthur Müller et je suis l'un des fondateurs de Liégué Müller-Ponce, qui est une start-up d'analyse de l'opinion. Et on travaille notamment dans le domaine des campagnes électorales. Et on a pas mal travaillé pour la campagne électorale présidentielle et législative en France. Donc je vais moins parler de ce qui s'est passé en Angleterre ou aux États-Unis, parce que c'est des sujets que je connais un peu moins. Si je devais dire ce qui a été nouveau en France cette année en 2017, je pense que c'est après la première année en France où dans le domaine politique, les campagnes, un grand nombre de campagnes se sont vraiment servis des data pour les aider dans leur stratégie électorale. Donc, par exemple, pour identifier à quel type d'électeurs ils devaient parler, ou s'ils devaient plutôt parler, quel type de territoire ils devaient prioriser dans leur campagne électorale, ou quel type de message ils devaient utiliser. Et pour décrire la chose que je connais le mieux, qui est ce qu'on fait nous dans ma boîte, très simplement, on a découpé la France en 60 000 petites zones géographiques, à peu près 1 millier de personnes pour chaque zone. Et sur chacun de ces territoires, on peut, c'est de l'open data, avoir l'ensemble des résultats électoraux passés et l'ensemble des données sociodémographiques que vous fournit l'INSEE lors du recensement. Donc par exemple, le niveau de revenus, l'âge, la situation familiale, etc. Donc vous avez pour chaque territoire d'1 millier de personnes, à peu près une centaine de points de données à la fois présents et passés. Et nous, on traite cette donnée pour répondre un peu aux mêmes questions que les sondages, mais à une échelle beaucoup plus fine. Par exemple, dans tel quartier, pour qui est-ce que les gens vont voter? Est-ce qu'ils hésitent plutôt entre tel candidat et tel autre, entre tel candidat et l'abstention? Et si je suis tel parti politique dans tel quartier, là, en face de là où on se trouve, quel genre de message je vais devoir mettre en avant? Ça, c'est des outils qu'on n'aurait pas pu faire la dernière fois, parce qu'en 2012, les données n'existaient pas, tout simplement. Nous, par exemple, la société, elle s'est fondée au départ sur la publication en open data de ce type de données. Donc je dirais que globalement, il y a évidemment une culture dans la société en général de promotion des données et d'un accès plus large à ce type de données. Et ben ça, c'est la première fois que ça a été vraiment utilisé dans des perspectives électorales dans une campagne française. Bonjour à tous, donc moi je suis Adèle Zulfi Karpazik, je dirige le département Opinion de BVA, qui est un institut d'études et de sondage. Du coup, je vais plutôt vous répondre sous le prisme de mon métier. Je dirais qu'il y a eu à la fois du nouveau puis du moins nouveau. Ce qui est moins nouveau, c'est que la donnée, et notamment la donnée issue d'Internet et des réseaux sociaux, elle n'est pas nouvelle. C'est pas la première campagne qu'on aborde en ayant ça en tête. Et déjà en 2012, j'étais à l'époque dans un autre institut, on avait essayé d'utiliser les données issues notamment des réseaux sociaux pour voir quels étaient les mouvements à l'œuvre dans l'opinion, pour voir dans quelle mesure ces données pouvaient nous aider à détecter des signaux faibles. Donc on avait déjà travaillé sur la donnée. Ce qui est nouveau en revanche, et Arthur l'a souligné, c'est peut-être la massification et la professionnalisation de l'utilisation de ces données, notamment par les équipes politiques. Alors avec après à différents niveaux de maturité, différents niveaux du coup aussi d'existence sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à l'utilisation très professionnelle qui a été faite par Jean-Luc Mélenchon, notamment avec la chaîne YouTube qu'il a créée et sur laquelle il a beaucoup posté de messages. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de fort et assez puissant. Je pense à des communautés comme celle de Marine Le Pen, qui est une communauté organique et qui est très ancienne, donc qui a été très prolixe et très présente pendant la campagne, alors que des candidats plus neufs et plus récents n'avaient pas forcément le même usage des réseaux sociaux et de ces canaux comme vecteurs de diffusion de leurs messages. Et puis ce qui a été peut-être aussi nouveau, et là je pense plus par rapport à nous sondeurs, on en parlait avant de rentrer dans la salle, c'est qu'il y a eu une espèce de croyance pour cette élection que c'était justement avec la data
que les choses allaient se jouer et que nous, instituts, avec la donnée classique qui est la donnée sollicitée par du sondage, qu'on ne serait peut-être pas en mesure d'appréhender les mouvements à l'œuvre dans l'opinion. Alors je parle du cas français. Et on a vu émerger des concurrents, enfin ou en tout cas des gens qui se positionnaient de manière un petit peu ambiguë sur notre segment et qui, eux, travaillaient sur de la donnée très souvent issue d'Internet, des réseaux sociaux, sans qu'on sache vraiment ce qu'il y avait derrière. Je pense notamment à Filteris ou encore à Gov, et qui semble-t-il avait trouvé le Graal, avait trouvé comment anticiper, prédire le résultat de l'élection, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs notre approche. On n'est pas forcément sur de la prédiction, on est plutôt sur du suivi de tendance dans la durée. Mais donc voilà, il y a eu cette espèce de challenge qui est venu de l'extérieur et qui est venu un peu secouer, je pense, notre métier et peut-être un petit peu ébranler les bases, même si, in fine, l'histoire s'est bien terminée pour les sondeurs. Bonjour, je suis Jean-Daniel Lévy, je dirige le département politique-opinion, également d'un institut de sondage qui s'appelle Harris Interactive, qui travaille depuis le milieu des années 90, notamment à travers déjà de la recueil de données sur Internet, dans un premier temps, à travers un processus qui est un processus traditionnel chez les sondeurs, c'est-à-dire poser des questions et essayer d'analyser les réponses. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a en France, déjà de la part des responsables politiques, mais également de la part d'un certain nombre de journalistes ou d'observateurs, encore présent le mythe de la victoire de Barack Obama, première victoire, autour justement de l'utilisation d'Internet, des mails, des réseaux sociaux émergents à cette époque-là, et en se disant, c'est peut-être là-dessus qu'il faut regarder, et c'est le premier type de regard qu'il faut effectuer pour essayer de comprendre ce qui se passe et voir si la vérité n'est pas justement présente sur les réseaux sociaux et ne permet pas de comprendre ce que les gens ne disent pas par ailleurs. Adélaïde l'a dit, quand vous regardez les dernières intentions de vote qui ont été réalisées par la plupart des instituts de sondage, et même si on n'a pas la vocation à être prédictif, si vous prenez les enquêtes qui ont été réalisées le jeudi ou le vendredi qui précèdent le premier tour de l'élection présidentielle, on est extrêmement proche du résultat. Et alors même qu'on est quasiment dans la marge d'erreur statistique, la plupart des instituts ont indiqué l'ordre, voire même le score qui a été réalisé au final. Donc il y a effectivement un poids de ce qui peut être le digital, il y a un poids de ce que peuvent être les réseaux sociaux, il y a également, malgré tout, un poids des enquêtes qui sont des enquêtes un peu traditionnelles et qui montrent la persistance de ce type d'outil qui a fait globalement, sur la moyenne, ses preuves depuis de nombreuses années. Là où effectivement il y a une nouveauté, c'est dans l'utilisation qui peut être faite de la part de certains acteurs. C'est vrai que ce qui est assez frappant d'un point de vue d'opinion, l'articulation entre les deux est intéressante, que Jean-Luc Mélenchon est une personne qui, de par son âge, était un des candidats les plus âgés, mais qui en même temps n'a jamais été perçu comme étant quelqu'un d'âgé en tant que tel. Notamment parce qu'il y a eu effectivement sa chaîne YouTube et qu'on a pu repérer des poussées d'attention de la part de populations de Français qui n'étaient pas forcément soit les plus enclins à regarder la politique, soit les plus enclins, par exemple, à suivre ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Je prends un exemple parmi d'autres, sur un site internet qui s'appelle jeuxvideo.com, qui n'a rien à voir avec la politique. Les personnes qui étaient présentes, les blogueurs, ceux qui répondaient ou échangeaient sur des thématiques qui étaient des thématiques au début de jeux vidéo, se sont mis énormément à parler de Jean-Luc Mélenchon, ont échangé les uns avec les autres. Et alors que le premier sujet devenu était plutôt d'échanger sur des sujets qui étaient liés à un jeu vidéo en tant que tel, on a vu que très vite, le fait qu'il y ait une personne qui parle de Mélenchon, non seulement ça n'était pas rejeté par les autres, mais ça a créé un effet boule de neige. Donc l'utilisation qu'on peut faire également du digital donne à voir que de manière un peu par capillarité, on peut comprendre ou on peut voir qu'il y a des points qui sont des points d'émergence ou de sujets qui peuvent être tellement importants auprès de catégories de population qu'elles n'ont pas lieu sur des sites traditionnels, mais qu'elles ont lieu sur des sites ou des populations particulières. Et là, en l'espèce, c'est une partie de la jeunesse qui s'est traduite. Est-ce que c'est nouveau ? Pas tant que ça. On avait déjà vu, par exemple, en 2007 et même en 2012, que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il apparaissait comme étant un sujet sur des blogs de cuisine, sur des blogs de couture, sur des blogs de bricolage, créait une forme d'hystérisation du débat et que les personnes disaient, même si on est venu pour parler de cuisine, de culture,
de débat ou de bricolage les amenait à pouvoir parler. Donc ça nous renseigne dans une certaine mesure sur l'émergence de tendances ou de personnalités auprès des publics qui sont des publics qui peuvent nous intéresser et nous renseigner également presque plus parfois de manière qualitative que quantitative sur la force de certains acteurs dans le cadre d'un débat public. Merci pour ces premiers éléments, notamment sur les réseaux sociaux. Donc Jean-Daniel Lévy, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont pertinents en politique ? Donc je vois que ça peut être pertinent pour un certain type de public, mais du point de vue des data scientists qui ont envie forcément de faire de l'analyse de sentiments, de données Twitter sur Facebook et sur ces sites, est-ce que vous pensez que c'est un outil pertinent pour nous ou pas forcément ? C'est comme toujours, c'est un outil qui est un outil pertinent à partir du moment où on l'utilise pour ce sur quoi on doit l'utiliser. Certains se sont targués, et Adélaïde l'a rappelé tout à l'heure, de dire on va pouvoir, à travers les réseaux sociaux, savoir ce que disent vraiment les gens, sans le filtre d'un enquêteur, sans même un redressement qui serait effectué par des acteurs qui sont des acteurs extérieurs, comme si le redressement était une mauvaise chose en soi, alors que c'est plus une correction d'un échantillon qui ne serait pas tout à fait bien constitué. Et on va pouvoir vous dire la réalité. Si on veut utiliser aujourd'hui, notamment les réseaux sociaux, pour pouvoir prédire ce qui va se passer à l'avenir, notamment en matière de comportement électoral et en disant qu'on se base uniquement sur cet outil-là à l'exclusion de tous les autres, l'expérience jusqu'à présent, on va voir si 2022 ce sera le même cas, mais en tout cas l'expérience jusqu'à présent, c'est de dire ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Aux États-Unis, personne ne peut dire on a vu que l'élection de Donald Trump se ferait uniquement en se basant sur les réseaux sociaux. Personne n'a pu dire en Grande-Bretagne que le Brexit serait majoritaire uniquement en se basant sur les réseaux sociaux. Et personne n'a pu dire en France, même si certains ont voulu faire croire que c'était le cas, qu'ils avaient vu avant tout le monde l'élection de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, l'élection de Benoît Hamon au sein d'une primaire resserrée de la gauche, voire même l'élection d'Emmanuel Macron sur le seul critère de l'utilisation des réseaux sociaux en tant que tel. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à en tirer ? Est-ce que ça veut dire que c'est absolument inutilisable ? Ça n'est pas le cas. C'est plus, jusqu'à présent en tout cas, une source pour nous d'intérêt en termes de volume, en termes de communauté et en termes d'évolution des communautés. En volume, c'est intéressant. On a pu voir par exemple qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le cadre de la primaire de la droite et du centre, le nom d'Alain Juppé était de moins en moins prononcé spontanément sur les réseaux sociaux. Il était un acteur qui marquait de moins en moins les débats, de moins en moins les enjeux. Et on sait qu'en général, en politique, quand on veut gagner une victoire électorale, il faut déjà gagner dans un premier temps la victoire de l'espace politique en tant que tel, ce que Alain Juppé n'avait pas réussi, n'était pas parvenu à faire. Alors, c'était un signe. Est-ce que ça voulait dire qu'Alain Juppé n'allait pas gagner ? Je ne peux pas dire ça. En tout cas, a posteriori, je pourrais le dire, mais ce serait trop facile. Ça veut dire que sur le moment, nous, on a eu cette forme de zone d'alerte où on s'est dit il n'attire plus véritablement l'attention de la part des personnes qui sont amenées à en parler. Les échanges entre les communautés, c'est là aussi où c'est intéressant. En général, quand on va sur Twitter, lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, on n'y va pas pour se confronter, on y va pour se conforter. C'est-à-dire qu'il y a des formes de zones, de populations qui se retrouvent et qui ont des éléments à mettre en commun. Quand elles commencent à parler de sujets dont elles ne devraient pas parler. C'est le cas, par exemple, des blogueurs qui sont présents sur jeuxvideo.com qui commencent à parler de Jean-Luc Mélenchon. Ça peut être lorsqu'il y a des personnes qui sont à gauche qui commencent à parler, alors qu'ils ne devraient pas en parler, d'Emmanuel Macron. Ce sont des zones qui nous amènent, nous, à nous interroger sur des mouvements qualitatifs de population qui, par la suite, éventuellement, peuvent se traduire politiquement. Et donc, ces zones d'interaction de sujets dont il est question, de sujets dont il n'est pas question, nous renseignent déjà sur des éléments de dynamique d'opinion qui peuvent exister, dynamique d'opinion qui peuvent par la suite se traduire en termes de comportements électoraux. Pour compléter ce qui a été dit, je rejoins complètement l'analyse de Jean-Daniel sur le fait qu'aujourd'hui,
l'analyse des réseaux sociaux ne permet pas d'anticiper le résultat d'une élection. En revanche, il faut les utiliser pour ce qu'ils sont. Sur la question de la relativisation de ces données, il y a deux enjeux à avoir en tête. Le premier enjeu, c'est que aujourd'hui, la plupart des outils d'écoute, d'analyse des conversations, des discussions sur les réseaux sociaux ne sont pas exhaustifs, ne prennent pas en compte l'exhaustivité des données à disposition. Donc c'est forcément quelque chose qui est partiel. Je pense notamment à l'ensemble des conversations privées sur Facebook auxquelles la plupart de ces outils ne nous donnent pas accès, alors que c'est quand même là que, en partie, se passent des discussions intéressantes et importantes, notamment sur certaines parties de la population. Donc il y a la question de l'exhaustivité, et puis il y a la question quand même de la représentativité. On ne sait jamais qui s'exprime. Est-ce qu'on est sur des communautés, justement, Jean-Daniel l'a rappelé aussi, en général vous allez vers des gens qui vous ressemblent, donc ce sont des communautés organiques qui peuvent amplifier un phénomène donné. Donc pour toutes ces raisons, considérer que l'analyse des sentiments, même, et en plus cette analyse des sentiments pose aussi question parce qu'on n'a pas encore trouvé le Graal, le bon outil qui permettra de prendre en considération des éléments tels que l'ironie qui peuvent venir biaiser quand vous dites Marine Le Pen, vraiment quelle candidate démocratique, voilà, ça ne veut pas dire qu'elle l'est. Donc on a encore plein de barrières. En revanche, il est vrai que ces outils peuvent être intéressants pour nous alerter sur des phénomènes à explorer. Tiens, il se passe quelque chose, ça vaudrait le coup qu'on regarde de plus près. Donc c'est plutôt pour nous des capteurs d'éventuels signaux faibles. Et pour revenir sur ce qu'a dit Jean-Daniel sur la volumétrie, oui, pour gagner une élection, il faut d'abord remporter la bataille de l'occupation de l'espace médiatique. En revanche, attention à ne pas considérer que la volumétrie et que justement le fait de gagner la bataille de l'espace médiatique est suffisante. On l'a vu, tu l'as rappelé avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui est généralement, tu as parlé d'hystérisation tout à l'heure, qui est celui qui polarise le plus les discussions sur les réseaux sociaux. On l'a encore vu pendant la campagne, lors du dernier débat télévisé entre les candidats à la primaire de la droite et du centre. Nicolas Sarkozy est celui qui, en termes de nombre de mentions, a fait exploser les compteurs. Mais le plus souvent, ce sont des mentions qui sont soit très positives, soit très négatives, mais il a tendance à polariser les opinions, et ce qui ne veut pas dire donc volumétrie ne veut pas dire popularité. Et au-delà des réseaux sociaux, que pensez-vous des données non sollicitées en général, type recherche Google, données INSEE, et en dehors des réseaux sociaux, voilà. Quel exemple pensez-vous que c'est intéressant ? Je passerai la parole à Arthur ensuite, mais je pense que ce sont des données intéressantes à regarder. Il y a différents types de données. Pour rester sur l'aspect Internet, au-delà des réseaux sociaux, nous, ce qu'on a trouvé intéressant pendant la campagne chez BVA, aussi parce qu'on a un prisme très observation des comportements, parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'économie comportementale, on a justement trouvé qu'au-delà des réseaux sociaux, il y avait des données qui étaient intéressantes et qui fonctionnaient vraiment comme des capteurs de signaux faibles qu'il convenait de regarder. Je vais vous citer deux exemples qui sont des exemples relatifs à la primaire de la droite et du centre, primaire pour laquelle les sondeurs ont eu quelques difficultés à voir la dynamique de François Fillon parce qu'elle était très tardive. Enfin, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent, mais c'était une dynamique tardive. Or, il y a certains indicateurs, ce que vous appelez des données non sollicitées, qui apportaient un éclairage intéressant dès le début de l'automne. Je pense à deux choses. Nous, on a s'amusé à regarder le taux de fréquentation des sites internet des différents candidats à la primaire. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que entre septembre et novembre, le site internet de François Fillon a été visité plus de 2 millions de fois versus, je crois de mémoire, 800 000 fois pour Alain Juppé et un peu moins pour Nicolas Sarkozy. Alors certes, ce sont Alain Juppé, tout comme Nicolas Sarkozy, étaient des candidats mieux identifiés du grand public, donc qui suscitaient sans doute d'emblée moins de curiosité, mais néanmoins, ça montre bien qu'il y avait une appétence pour François Fillon, appétence qui était confirmée par la durée des visites sur le site internet, qui était un élément d'information intéressant. En moyenne, les visites sur le site internet de François Fillon duraient plus de 4 minutes, contre 1 minute en moyenne pour celles sur le site d'Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy. Donc ça montrait bien qu'il y avait un début d'intérêt, une vraie curiosité pour ce candidat, ses propositions, son programme politique. Et l'autre indicateur qui est venu corréler ces informations, vous l'avez mentionné, ce sont les recherches sur Google, où là aussi on a vu entre septembre et novembre la progression très nette du nombre de recherches le nombre de recherches liées à François Fillon, qui, en fin de campagne et même avant que les sondeurs mettent le doigt sur la dynamique, était le candidat qui suscitait le plus de recherches sur Google par rapport aux autres candidats de la primaire.
Donc oui, c'est intéressant de regarder ces autres données. J'aurai d'autres exemples, mais je vais laisser la parole à mes confrères. Ouais, si on parle un peu technique, si votre objectif c'est de prédire qui va être président de la République, aujourd'hui il n'y a rien de mieux que les sondages. Donc je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui s'intéressent à ça, notamment sur l'exemple américain. Si vous regardez les meilleurs modèles prédictifs aujourd'hui qui existent des élections, donc aux États-Unis, celui qui a un peu fait référence, c'est le site 538 de Nate Silver. Le modèle qu'il utilise, en fait, pour le dire rapidement, c'est une moyenne un peu smart de sondage. En gros, il prend plein de sondages et pour chacun de ces sondages, il va calculer la marge d'erreur et en fonction d'une manière un peu sophistiquée de calculer la marge d'erreur, il est capable d'en inférer quelle est la probabilité que chacun des candidats a d'être élu le prochain président de la République, en l'occurrence des États-Unis. Et donc pour information, même le cas de 2016, l'élection américaine, qui est un peu l'élection la plus difficile pour la profession des sondages aux États-Unis, eh ben, le site en question de Nate Silver donnait quand même Donald Trump à peu près à 30% de chance d'être élu. Alors 30% de chance, ben, évidemment quand la personne gagne, ça fait pas beaucoup, mais d'un autre côté, 30%, on sait quand on est data scientist, ben, c'est quand même un événement qui arrive de temps en temps. Donc si vous voulez prédire une élection présidentielle, on va dire à l'échelle nationale, aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que d'utiliser des sondages d'une manière ou d'une autre et de les mélanger d'une manière intéressante. La limitation principale que moi je vois aux instituts de sondage, et en tout cas qui est nous le problème auquel on essaye de répondre, c'est que c'est excellent pour répondre à cette question-là à l'échelle nationale, mais si vous êtes par exemple candidat à une élection législative ou à une prochaine élection municipale, eh ben, vous n'avez pas le budget pour vous payer un sondage pour chacune des, je sais pas, des 1000 plus grandes villes de France. C'est juste que le coût unitaire d'un sondage est quand même relativement élevé et donc ça coûte extrêmement cher si vous voulez non pas une prédiction à l'échelle nationale, mais un ensemble de prédictions à une échelle géographique plus fine. Et ça, nous, c'est ça un peu notre objectif, le challenge technique qu'on aimerait bien arriver à résoudre. On aimerait être capable de prédire l'opinion publique, pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle locale. Et donc d'avoir autant de prédictions, je ne sais pas, peut-être que de bureaux de vote ou que de villes de plus de 5000 habitants ou 1000 habitants en France. Et là, vous avez besoin d'autre chose que des instituts de sondage, simplement parce que vous n'avez pas le budget pour faire des sondages partout. Et là, les données non sollicitées sont intéressantes. Donc nous, qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui comme données non sollicitées ? On utilise les deux données non sollicitées de base qui sont les résultats électoraux passés. Et si vous avez déjà fait des modèles prédictifs, vous savez que si vous avez un historique, ça demeure un des meilleurs prédicteurs. Des comportements sociodémographiques, mais vous avez également une série de données que vous pouvez collecter sur Internet qui sont géolocalisables d'une manière ou d'une autre. Donc les conversations Twitter, il y en a une partie qui est géolocalisable. Vous pouvez analyser automatiquement, c'est des choses qu'on est en train de faire, la presse. C'est possible de lire automatiquement les articles de presse, à la fois locales et nationales, et d'avoir un peu une indication de, tiens, dans tel quartier ou dans telle commune, les gens ils regardent plutôt telle thématique de presse, ou c'est plutôt tel type d'articles qui sont écrits et qui sont lus. Vous pouvez regarder les sites de pétition. Vous avez en gros toute une série de sources de données potentielles qui ont un intérêt, c'est qu'elles sont géolocalisées, et un inconvénient énorme, c'est qu'au contraire d'un bon échantillon d'un institut de sondage, elles sont évidemment pas du tout représentatives de la population. C'est simplement les gens qui ont posté à tel ou tel moment. Et donc après, vous avez un travail statistique pas évident, qui pour nous est encore de la R&D, je ne prétends pas qu'on a résolu le problème, mais qui est, est-ce qu'on peut se servir de ces ensembles de données-là pour arriver quand même à faire des prédictions pas trop mauvaises de ce qui va intéresser les gens dans tel quartier à tel moment. Et donc ça peut être sur la politique, mais ça peut être aussi sur des enjeux environnementaux. Nous, on travaille pas mal pour des entreprises industrielles qui se demandent si dans telle zone, les gens vont être plus ou moins favorables à l'éolien. Ça peut aussi marcher pour des marques. Enfin, on peut imaginer toutes sortes d'applications. Mais dès que vous voulez avoir ce niveau de granularité, vous êtes obligé de faire appel à des données non sollicitées parce que sinon, ça explose votre budget de collecte de données. Donc, je pense que c'est en aucun cas suffisant, mais ça peut être un ingrédient d'un modèle qui permet d'arriver à une réponse satisfaisante sans avoir besoin de payer une enquête spécifique ad hoc auprès d'une population dans chaque territoire. On va aborder d'autres sujets, donc je ne vais pas revenir très longtemps. Si on veut appliquer un modèle statistique qui est identique et qui fonctionne partout, on est assez d'accord. Peut-être que parfois, il peut y avoir des composantes locales aussi qui peuvent jouer, ou des offres électorales, ou des histoires qui font que
Ça fonctionne parfois, ça fonctionne pas toujours. Enfin, nous, quand on s'y est essayé, même rétrospectivement, on a vu qu'il y avait des moments où ça fonctionnait pas tout à fait. Et puis je pense qu'il faut être d'accord sur ce que l'on veut faire ou ce que l'on veut mesurer. On a la prétention en tant qu'institut, non seulement à chercher à mesurer, mais également à comprendre. C'est-à-dire à dire aujourd'hui quel est le rapport de force, ou quelles peuvent être les intentions de vote, ou les souhaits de victoire à l'égard de différents candidats, quel est le regard porté, mais quelles peuvent être les composantes ou les motivations de vote à l'égard des différents scrutins qui peuvent se créer, et comment on peut voir la force des arguments qui peuvent amener des populations éventuellement à changer d'avis. Donc je pense qu'on est sur des objets qui parfois peuvent être complémentaires et qui ne peuvent pas complètement s'opposer les uns aux autres, au regard effectivement, comme l'a indiqué Arthur, des objectifs qui sont assignés à chacune des méthodes et à chacune des approches que l'on peut faire. Je vous propose à présent de parler un peu de fake news et Adélaïde en particulier. Que pensez-vous du rôle des fake news dans la formation des opinions et pensez-vous que cette formation d'opinion a évolué depuis un an ou deux? En fait, on a travaillé sur le sujet pendant la campagne pour essayer de comprendre dans quelle mesure les fake news pouvaient impacter l'opinion. Alors c'était une évidence qu'elle impactait au même titre que toute information. Toute information, elle est intégrée par les individus et elle vient jouer un rôle sur le sujet. Mais pour l'objectiver, on a travaillé avec des chercheuses françaises installées aux États-Unis au Santa Fe Institute. Et on a mené en fait assez classiquement une enquête par sondage, enquête qu'on a réalisée auprès de 2 échantillons strictement appariés. Et on a pris le cas d'une fake news qui avait été publiée le 24 février 2017, donc juste 2 mois avant le premier tour de l'élection présidentielle, et qui était une fake news qui émanait d'un faux site d'information qui s'appelait lesoir.info, donc qui se faisait passer un petit peu pour un site belge, et qui disait que d'après cet article, Emmanuel Macron était le candidat soutenu par l'Arabie Saoudite. Donc on est parti de cette fake news qu'on a soumise d'abord à nos 2 échantillons. Déjà, ce qui était intéressant, c'était de voir parmi l'ensemble des Français qu'on avait interrogés, il y en avait près de 2 sur 10 qui avaient été impactés par la fake news, qui en avaient entendu parler. Et puis ensuite, on a travaillé de manière différente sur les 2 échantillons. Il y a un échantillon à qui on a tout de suite dit, à qui on a tout de suite présenté un démenti, à qui on a dit attention, cet article c'était un fake, c'est un article qui émanait d'un site qui a imité des médias. Il y a d'ailleurs eu un démenti par les équipes de Macron, etc., etc. Donc on leur a présenté le démenti et ensuite on leur a posé des questions sur la crédibilité qu'ils accordaient à cette fake news et ensuite on a essayé de mesurer l'impact que ça avait sur l'image qu'ils avaient d'Emmanuel Macron. Et puis l'autre échantillon, on leur a pas tout de suite dit que c'était une fake news, on leur a posé ces questions-là, crédibilité de l'information et impact sur l'image d'Emmanuel Macron, et c'est seulement à la toute fin qu'on leur a dit que c'était une fake news. Et ce qui est intéressant, c'est que il y avait des écarts d'appréciation entre nos 2 échantillons, mais finalement, pas de manière, pas tant que ça. Sur la question de la crédibilité accordée à la fake news, l'échantillon, alors la démonstration n'est pas forcément évidente sans données, sans chiffres derrière moi. L'échantillon à qui on n'a pas soumis le démenti, donc qu'on a laissé dans le flou, pour plus de 60%, la fake news, elle était soit jugée vraie, soit il nous disait elle peut l'être. Donc une fake news jugée à peu près crédible. Et on a eu un différentiel seulement de 11 points dans l'échantillon à qui on a dit dès le départ que c'était une fake news. Donc il y a quand même un gros doute qui a subsisté. Une fois que la fake news est dans votre esprit, vous avez beau faire un démenti, il y a quand même un gros doute qui subsiste. Et puis en termes d'impact sur l'image d'Emmanuel Macron, là aussi, il y a eu un impact négatif plus fort au sein de l'échantillon à qui on n'a pas dit que c'était une fake news, mais on avait quand même au sein de l'échantillon à qui on a révélé très vite que c'était une fake news, et bien on a quand même des individus qui nous ont dit que cette image venait impacter, enfin cette information venait impacter négativement l'image qu'ils avaient d'Emmanuel Macron. Donc ça a montré 2 choses, que le fait de publier très vite un démenti, et notamment je pense aux équipes de campagne, ça peut avoir de l'intérêt, ça peut un petit peu endiguer les conséquences, mais néanmoins, le mal est fait, il y aura toujours des conséquences. Donc c'est assez intéressant, alors même si évidemment toutes les personnes qui nous ont dit que cela avait impacté négativement l'image d'Emmanuel Macron, c'était pas des gens qui avaient prévu de voter pour lui au départ, donc il faut relativiser quand même l'impact de la fake news, mais ça montre bien en tout cas que c'est un enjeu démocratique et que pour nous, sur la question de l'appréhension des opinions, c'est quelque chose qui n'est pas neutre
neutre et qu'il faudra prendre en considération pour les prochaines campagnes? Sachant que les fake news ne proviennent pas forcément uniquement des réseaux sociaux ou de médias ou de faux médias ou de faux comptes, ça peut aussi provenir de la part même de responsables politiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'aux États-Unis, quand on faisait passer Donald Trump et les propos de Donald Trump avec du fact-checking, il y avait 43% de ce qu'il racontait qui ne passait pas la barre du fact-checking. Ça ne l'a pas empêché au final d'être élu, même avec des électeurs qui au final se disaient que peut-être que ce qu'il racontait n'était pas tout à fait dans la réalité. Donc on voit qu'on peut s'accommoder parfois d'une forme de discours ou si ce n'est de sincérité, en tout cas de réalité du discours. En France, il y a eu tout un débat pour savoir s'il n'y avait pas eu derrière le terme Ali Juppé, une campagne qui avait été une campagne de dénigrement qui avait au final fait perdre Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre. Voilà. Nous, on ne l'a pas repéré. Enfin, on ne l'a pas repéré en tant que tel. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu qu'il y aurait un électorat qui aurait dit, vu la proximité d'Alain Juppé avec l'islam ou un islamisme radical, nous avons changé d'avis et nous n'allons pas voter pour lui. Ça a joué de manière extrêmement marginale. En tout cas, ça n'a pas joué à un tel niveau que cela a entraîné la chute d'Alain Juppé. Donc on a vu apparaître et on a pu voir certaines fake news qui ont pu être, dont on a pu parler par la suite, qui ont pu être mises en avant dans le cadre des médias comme étant un problème pour le candidat. Et au final, dans la réalité, en tout cas de ce qu'on a pu mesurer statistiquement, on n'a pas vu l'effet aussi massif que ce qu'ont pu dire certains. Si on en revient aux États-Unis, Arthur Müller, vous avez été assez impliqué dans la campagne, notamment de Barack Obama, et ça vous a inspiré pour revenir en France et monter votre entreprise. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous avez vu des choses bonnes à prendre ou en quoi c'était différent là-bas par rapport à ici? Donc moi, en effet, j'ai découvert ces sujets en étant étudiant aux États-Unis en 2008, pendant la première campagne de Barack Obama. Et c'est là où j'ai découvert un peu tout l'aspect technologique, scientifique qu'il y avait derrière sa campagne. Donc notamment, je raconte toujours la même histoire, qui est que je suis allé faire du porte-à-porte pour Barack Obama et j'avais sous les yeux un listing habitant par habitant me donnant un score. Donc ils avaient scoré chacun des électeurs américains et j'avais un score de persuadabilité et un score de mobilisation. C'est-à-dire on me disait, d'après notre modèle prédictif, on pense que cette personne-là a tel et tel pourcentage de chances d'arriver à la faire changer d'avis et on pense qu'elle a tel et tel pourcentage de chances d'aller voter spontanément. Donc j'avais ça pour chacun des électeurs que j'allais rencontrer. Et donc évidemment, ça m'avait assez fasciné et je m'étais demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose ensemble? Est-ce que c'est possible? Fondamentalement, ce n'est pas possible de faire la même chose ensemble, en France, à ce niveau-là, parce qu'il y a une différence énorme qui est en termes de protection des données privées. C'est un sujet dont vous êtes familier, j'imagine. Aux États-Unis, vous avez beaucoup plus de liberté sur l'utilisation des données personnelles, et notamment en politique, ou en France et en Europe plus généralement, vous avez des restrictions plus fortes. Donc nous, notre idée, c'était comment est-ce qu'on peut garder cette bonne idée, qui est on va utiliser une approche plus scientifique dans un monde, celui des campagnes électorales, qui est quand même un monde, il faut le dire, un peu de pépé. Donc à l'ancienne, avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui connaissent bien le terrain, mais qui n'ont pas vraiment une démarche data-driven. Comment est-ce qu'on peut importer une démarche data-driven, mais qui soit néanmoins compatible avec à la fois nous, ce qu'on veut faire en termes, on va dire, personnels, éthiques, et aussi tout simplement avec la législation européenne en la matière. Et donc la grosse différence, c'est qu'en Europe, vous avez plein de données, vous avez le droit de faire plein de choses, mais pas à l'échelle individuelle. Quand vous voulez faire un modèle prédictif des élections, vous pouvez le faire, comme je l'expliquais précédemment, à l'échelle d'un quartier, mais vous ne pourrez jamais le faire à une échelle individuelle. Donc le type de données que vous avez, c'est des données agrégées. Donc vous allez utiliser des données géolocalisées, mais pas exactement à la coordonnée GPS près, qui vont être anonymisées à une échelle un peu plus large. Vous allez utiliser des données que va vous donner l'INSEE, non pas sur un individu, mais sur un pâté de maison, par exemple. Et vous devez vous servir de ça pour faire vos modèles prédictifs. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que nous, ça nous a amené à développer des techniques statistiques spécifiques qui sont adaptées à l'utilisation de ces données agrégées, qui ne sont pas les mêmes que si on avait des données individuelles, et qui d'ailleurs aujourd'hui, en fait, nous protègent un peu de nos concurrents américains, parce qu'ils ont du mal à s'implanter en Europe, parce que leurs algos et leurs mécanismes, leur manière de penser est plus conçue pour des données individuelles. Donc je dirais que là, il y a une différence énorme en termes de législation.
Après, sur le reste, je pense que globalement, l'Europe a quand même pas mal rattrapé son retard sur les États-Unis. Donc aujourd'hui, la plupart des candidats à une élection présidentielle, même une élection législative, hein, on le sait bien puisque c'est nos clients, ils ont des logiciels d'analyse cartographique du territoire qui vont leur dire dans quel quartier il faut aller. Ils essayent de constituer des bases de données de sympathisants qui sont les plus riches possibles, etc. Donc je dirais qu'il y a eu quand même énormément de choses qui sont passées des États-Unis en Europe, mais avec une coloration spéciale en Europe qui est due aux données qu'on a le droit de manipuler. Et pour conclure cette table ronde, je vous propose de chacun dire vos perspectives principales pour, on va dire, la politique data-driven à horizon 5 ans et quel pourrait être le rôle des data scientists qui ont envie de mettre en œuvre leur technique et leur expertise au service plutôt de la politique. Ils peuvent venir travailler chez moi. Non, à part ça, il y a deux choses. Donc, il y a le côté politique publique, qui n'est pas un côté dont nous on s'occupe. Nous on s'occupe vraiment du côté campagne électorale, opinion, on ne s'occupe pas du côté politique publique. Du côté campagne électorale, opinion, il y a énormément de choses à faire. Donc je ne voudrais pas qu'on retire un peu de cette table ronde l'idée que, en gros, les méthodes nouvelles ne marchent pas et il n'y a rien de mieux que les méthodes anciennes. Je pense que c'est vrai que les méthodes anciennes sont irremplaçables pour un certain nombre de problèmes, mais il y a énormément de choses nouvelles qui existent aujourd'hui et qui, en gros, dépendent de l'accessibilité toujours croissante de données auxquelles on peut accéder à des coûts relativement faibles. Donc c'est quand même possible de scraper des sites de pétition pour essayer d'en inférer ce que pensent les gens de tel et tel sujet sur tel et tel thème. C'est possible de s'abonner à des fils Twitter pour essayer de faire de l'analyse de sentiments qui certes en tant que tel ne va pas vous apporter grand chose, mais si en plus de ça vous avez un modèle prédictif plus solide, peut-être que cet ingrédient supplémentaire peut vous donner un élément en plus. Donc je dirais que pour les 5 prochaines années, je pense que sur la partie data, il va se passer énormément de choses. Je dirais que sur la partie communication digitale, les partis politiques sont un peu arrivés à un niveau de maturité. Donc aujourd'hui, ils savent en effet communiquer sur YouTube, ils savent organiser des communautés en ligne. En revanche, sur la partie data, on est encore à un niveau assez basique, hein, je le vois bien. Nous, je pense qu'on a encore énormément de choses à faire, à la fois pour gagner en granularité, donc vraiment être capable de faire des analyses à une échelle micro, et ensuite peut-être pour en inférer aussi des choses plus qualitatives. Une des promesses de l'analyse des réseaux sociaux ou bien de nous, une des choses qu'on fait qui est que certains de nos clients ont une application sur téléphone et quand leurs militants, leurs bénévoles dans une campagne électorale vont parler aux gens, ils font remonter de l'information sur ce que leur disent les gens. Par exemple, c'est ça qu'on a fait pour Emmanuel Macron au lancement de sa campagne. Quand il a lancé le mouvement En Marche, on a organisé une espèce d'enquête / sondage à très grande échelle portée par les bénévoles du mouvement En Marche. Ça nous a fait remonter toute une grande quantité de verbatim qui a ensuite été utilisé par les équipes de Macron pour construire leur programme. Ça, c'était vraiment le niveau 0. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin pour intégrer des choses plus qualitatives, des données non structurées qui pourront ensuite servir dans les analyses qu'on peut proposer. Je rejoins complètement l'analyse qui a été faite par Arthur et surtout l'idée que les nouvelles data seraient pas utiles, c'est pas vrai du tout. Effectivement, il y a juste sur une micro-partie que sont aujourd'hui les enquêtes d'intention de vote que les sondages, pour l'instant, font encore davantage leurs preuves. Mais même, alors après, je reviendrai sur plus globalement ce qu'on peut faire en institut, mais même sur la partie politique, on voit bien quand même qu'il y a, comme on est aussi dans une époque où l'accélération du temps, des mouvements, des informations est indéniable, on a besoin de pouvoir capter des signaux faibles, pouvoir essayer d'anticiper les mouvements d'opinion qui vont être à l'œuvre. On l'a vu pendant la primaire de la droite et du centre, on n'a pas été collectivement excellent et au contraire, rétrospectivement, on s'est vraiment aperçu qu'il y avait toute une série de data non sollicitées. Je vous parlais tout à l'heure des recherches sur Google, des fréquentations de sites internet, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont intéressantes quand on regarde sur les pages Wikipédia, sur par exemple les ventes de livres sur des sites comme Fnac ou Amazon. Il y a beaucoup de données qui nous auraient été très utiles et du coup nous on est en recherche de profils aussi de gens qui vont nous aider à trouver ces pépites et à défricher un petit peu ce champ
champ qui n'est pas notre champ habituel. Et d'ailleurs, ça nous amène à diversifier complètement nos profils. Moi, dans mon équipe, j'ai recruté récemment une jeune fille qui est spécialiste du digital, pas du tout de politique. Et c'est des choses qui sont nouvelles. Et puis, plus globalement, à l'échelle d'un institut d'études ou de sondage, et notamment en marketing, j'ai presque envie de dire que la donnée non sollicitée par rapport à la donnée sollicitée par étude, c'est l'avenir. Il y a entre les bases clients, tout ce qui existe en open data, on est vraiment sur une mutation de nos métiers. Et aujourd'hui, les profils qu'on recrute en institut, et pas plus tard que la semaine dernière, ce sont des gens qui sont spécialistes de la data, alors que ce soit big data, CRM, mais on est vraiment sur une transformation. Et donc, voilà, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mais je pense qu'il y a beaucoup de perspectives, à la fois en politique publique, en marketing pur, sur l'utilisation des données qui peuvent être faites. Je pense que je prends un exemple concret. Nous, on avait été sollicité récemment par la Fédération des entreprises publiques locales, et l'idée c'était vraiment de travailler sur le rapport pour des territoires, pour ensuite qu'elles puissent communiquer auprès des élus. Et l'idée c'était vraiment d'utiliser tout type de données non sollicitées, que ce soit les données des enquêtes emploi, les données de fréquentation des sites touristiques. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, mais nous on ne maîtrise pas encore ces données, donc on a besoin de l'aide des data scientists pour y voir plus clair. Je vais être dans la droite ligne de ce qui a été dit par Arthur et par Adélaïde aussi. On modifie profondément aujourd'hui le profil des personnes que l'on peut être amené à recruter, même dans des départements qui sont des départements opinion. Autour de l'idée, la campagne électorale de 2017 et la manière dont s'est déroulée de la part des instituts, et notamment de la part d'Aris Interactive, cette analyse de la campagne, ça sera la dernière fois qu'on fera ça comme ça. On ne sait pas exactement comment on le fera en 2022, mais on sait qu'on le fera de manière extrêmement différente. Et que, pour faire vite, des années 60-70 jusqu'à quasiment au début des années 2020, il y avait un modèle, une structure qui existait, et qu'on va aujourd'hui vers un autre univers. Avec un aspect qui est un aspect propre. Aujourd'hui, jusqu'à présent, un département opinion, comme d'une manière générale, un institut de sondage produisait de la donnée et analysait cette donnée. Et aujourd'hui, on ne va plus forcément produire la donnée en tant que telle. On a la prétention à considérer qu'on peut continuer à l'analyser en tant que telle, mais pas forcément à la produire. C'est-à-dire pas forcément toujours en se disant on obtient une réponse en posant une question. On peut avoir à travers de multiples capteurs la possibilité de savoir ce qui se passe, ce que peuvent être les tendances, ce que peuvent être les courants, ce que peuvent être les évolutions, ce que peuvent être ces changements entre différentes communautés qui sont présentes sur Internet, sur les réseaux sociaux. On peut voir émerger des sujets. C'est à nous, justement, à pouvoir qualifier l'importance de ce sujet. Est-ce que c'est parce qu'on en parle que c'est important ? Adélaïde faisait référence au fait qu'on a beaucoup parlé de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça se traduisait par la suite en comportement électoral ? Pas vraiment. Est-ce que c'est parce qu'on ne parle pas d'un sujet que c'est important ? Est-ce qu'on arrive justement à normaliser des données qui sont des données éparses, soit qui sont directement renvoyées à l'opinion, soit qui, d'une manière plus générale, nous renseignent sur ce que peut être l'opinion ou les opinions, alors même que les individus n'ont pas forcément le sentiment, justement, de parler de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent, ou de ce qui peut, par la suite, éventuellement se transformer en comportement électoral. Merci à vous trois.